Imaginez-vous sous un ciel vaste et sombre. C'est au cœur de la nuit polaire. L'air est vif et froid, si calme que vous pouvez presque entendre le silence. Soudain, un faible ruban vert apparaît à l'horizon. Il devient plus lumineux, plus audacieux, et commence à bouger. Il se tord et virevolte, comme une rivière céleste coulant à travers les cieux. C'est l'aurore boréale, l'un des spectacles les plus extraordinaires de la nature. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Écho et Résonance. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de ce spectacle de lumière fascinante que sont les aurores boréales. Pendant des siècles, ces lumières ont captivé l'humanité. Elles ont inspiré l'émerveillement, la peur et d'innombrables histoires. Elles sont un pont magique entre notre monde et le cosmos, un rappel de l'immense beauté et de la puissance de l'univers. Ce ballet silencieux de lumière a toujours stimulé notre imagination. Les premières civilisations levaient les yeux et voyaient des messages divins écrits dans le ciel. Elles voyaient des esprits dansants, des ponts de feu ou des présages de guerre et de fortune. Les lumières étaient une source de profond mystère, une énigme peinte dans la nuit. Comment le ciel lui-même pouvait-il briller de couleurs si vives ? Quelle force puissante était à l'œuvre pour créer un spectacle aussi magnifique? Ces questions ont résonné tout au long de l'histoire, nous poussant à regarder de plus près, à comprendre le monde qui nous entoure. L'aurore n'est pas seulement un beau phénomène, c'est une histoire de curiosité humaine. L'expérience d'assister à une aurore est vraiment inoubliable. C'est plus que de simplement voir quelque chose de beau. C'est un sentiment qui vous relie à la planète. L'ampleur du spectacle est à couper le souffle. Des rideaux de lumière, s'étendant parfois sur des milliers de kilomètres, ondulent et se plient au-dessus de vous. Ils peuvent être une douce lueur éthérée ou une tempête de couleurs intense et rapide. Vous vous sentez incroyablement petit, tout en faisant partie de quelque chose de vaste et d'ancien. C'est un moment de pure admiration, où la frontière entre la Terre et l'espace semble se dissoudre dans une cascade de lumière chatoyante. Aujourd'hui, nous comprenons la science derrière ces merveilles célestes. Nous savons qu'elles naissent du Soleil et sont guidées par le champ magnétique de notre planète. Mais cette connaissance ne diminue pas leur magie. En fait, elle ajoute une autre couche d'appréciation. Connaître le voyage cosmique que ces particules entreprennent pour créer ce spectacle lumineux le rend encore plus impressionnant. L'aurore nous rappelle que notre planète est vivante, interagissant avec le Soleil dans une danse constante et dynamique. C'est un mélange parfait de science et de poésie, une manifestation visible des forces invisibles qui façonnent notre univers. Bien avant que nous ayons des satellites et des instruments scientifiques, les gens créaient leurs propres explications pour les lumières dansantes. Ces histoires, transmises de génération en génération, sont aussi colorées que les aurores elles-mêmes. Pour les Vikings de la mythologie nordique, les lumières étaient le pont Bifrost, un chemin chatoyant et tremblant fait de feu qui reliait Midgard, ou la Terre, à Asgard, le royaume des dieux. Ils croyaient aussi que les lumières étaient les reflets des boucliers et des armures des Valkyries, des figures féminines qui décidaient qui vivrait et mourrait au combat. Les aurores étaient un signe que les dieux veillaient sur eux. Dans les vastes terres glacées de l'Arctique, le peuple inuit avait ses propres croyances puissantes. Ils voyaient les aurores comme les esprits de leurs ancêtres jouant un jeu dans l'au-delà, utilisant le crâne d'un morse comme une balle. Les lumières se déplaçant rapidement étaient un signe que les esprits étaient heureux et célébraient. On disait que si vous siffliez les lumières, elles se rapprocheraient pour vous entendre, mais c'était un jeu dangereux. Les esprits pourraient vous emporter pour vous joindre à eux dans le ciel pour toujours. Ces légendes révèlent un profond respect pour la nature et le monde spirituel, tissé dans le tissu de la vie quotidienne. En Finlande, un beau mythe donne à l'aurore son nom finlandais, Revontulet, qui se traduit par feu de renard. Selon la légende, un renard arctique court à travers les fels enneigés.
Alors que sa magnifique queue balaye les congères, elle envoie des étincelles voler dans le ciel nocturne, créant les lumières colorées. Cette histoire enchanteresse dépeint une image de la magie de la nature à l'œuvre. Pour le peuple sami voisin du nord de la Scandinavie, les aurores étaient considérées comme les âmes des défunts. Elles devaient être traitées avec respect et silence. Faire du bruit ou attirer l'attention sur elles était censé porter malheur. Plus loin, d'autres cultures ont également tenté de donner un sens à ces rares événements célestes. Dans l'Europe médiévale, lorsque les aurores étaient vues beaucoup plus au sud lors de fortes tempêtes solaires, elles étaient souvent interprétées comme des présages terrifiants. Leur couleur rouge ardent était associée au sang, au feu et à la guerre. Les chroniqueurs écrivaient sur des dragons et des armées se battant dans le ciel, prédisant la peste ou la mort d'un roi. En Chine, des textes anciens décrivaient également les lumières en termes de dragons, les voyant comme des batailles entre de bonnes et de mauvaises bêtes célestes. Ces histoires montrent comment le même phénomène peut inspirer à la fois l'émerveillement et la peur, selon les croyances culturelles. À mesure que les sociétés sont passées du mythe à l'observation méthodique, la compréhension de l'aurore a commencé à changer. Les premières mentions documentées se trouvent dans des chroniques anciennes, bien qu'elles aient souvent été obscurcies par la superstition. Le philosophe grec Aristote a écrit sur les chasmata, ou gouffres dans le ciel nocturne, dans son ouvrage Météorologie vers 340 avant Jésus-Christ. Il les décrivait comme des taches lumineuses et des traînées de lumière, tentant une première explication scientifique, bien qu'incorrecte, impliquant des exhalaisons chaudes et sèches de la Terre. Des écrivains romains comme Sénèque ont également décrit diverses formes de lumière céleste, s'interrogeant sur leur nature sans parvenir à une conclusion claire. Ces premiers écrits marquent le début d'un long voyage pour comprendre les lumières. Pendant l'ère des explorations, les marins et les explorateurs s'aventurant dans les hautes latitudes ont fourni des descriptions plus fréquentes et détaillées. Ils ont été les premiers Européens à voir l'aurore non pas comme un présage rare et terrifiant, mais comme une caractéristique régulière de la nuit polaire. Leurs journaux sont remplis de descriptions émerveillées des joyeux danseurs, comme on les appelait parfois en Écosse. Au XVIIe siècle, le philosophe français Pierre Gassendi fut le premier à inventer le terme « aurore boréale », signifiant aube du Nord, après avoir observé un spectacle au-dessus du sud de la France en 1621. Ce nom même était un changement, présentant le phénomène comme une merveille naturelle plutôt qu'un événement surnaturel. Une percée cruciale est survenue lorsque les scientifiques ont commencé à remarquer un lien entre les aurores et un autre mystère céleste, les taches solaires. Pendant des siècles, les astronomes avaient suivi ces taches sombres à la surface du Soleil. Au XIXe siècle, des observateurs comme Edward Sabine et Rudolf Wolf ont découvert indépendamment que la fréquence et l'intensité des aurores semblaient suivre le même cycle d'environ 11 ans que les taches solaires. C'était un indice monumental. Cela suggérait que les aurores n'étaient pas seulement un phénomène atmosphérique terrestre, mais qu'elles étaient en quelque sorte liées à l'activité de notre étoile, le Soleil, situé à 150 millions de kilomètres. Ce lien entre le Soleil et l'aurore a déclenché une nouvelle vague de recherches scientifiques. C'était une énigme qui a captivé de nombreux grands esprits. Les explorateurs et les scientifiques ont commencé à organiser des expéditions spécifiquement pour étudier les lumières dans les régions polaires, installant des observatoires pour mesurer leur hauteur, leur forme et leurs propriétés. Ils ont utilisé les premières techniques photographiques et des instruments appelés spectroscopes pour analyser la composition de la lumière. Le mystère se dévoilait lentement, pièce par pièce. L'aurore passait d'un sujet de folklore et de philosophie à un objet de recherche scientifique rigoureuse, ouvrant la voie à la compréhension moderne que nous avons aujourd'hui. Alors, quel est le secret scientifique derrière ce spectacle lumineux céleste? Eh bien, tout commence avec notre étoile, le Soleil. Le Soleil n'est pas une boule de feu calme et paisible. Au lieu de cela, c'est une étoile turbulente et dynamique qui éjecte constamment un flux de particules chargées, principalement des électrons et des protons, dans l'espace. Ce flux est appelé le vent solaire.
Ils traversent le système solaire à des vitesses vraiment incroyables, parfois plus d'1 million de miles par heure. La majeure partie de ce vent solaire est déviée par le champ magnétique de la Terre, qui agit comme une bulle protectrice entourant notre planète. Ce bouclier magnétique est absolument essentiel à la vie, car il nous protège des radiations solaires nocives. Cependant, notre bouclier magnétique n'est pas parfait. Au pôle nord et sud, les lignes de champ magnétique plongent et se connectent à l'atmosphère. Ici, certaines des particules énergétiques du vent solaire peuvent être piégées. Elles sont canalisées le long de ces lignes de champ magnétique, accélérant à mesure qu'elles se rapprochent de la Terre. Elles spiralent vers les régions polaires, créant deux ovales d'activité aurorale autour des pôles magnétiques. C'est pourquoi les aurores ne sont généralement visibles que dans les régions de haute latitude comme l'Alaska, le Canada, la Scandinavie et l'Antarctique, où les aurores australes sont connues sous le nom d'aurora australis. Les belles couleurs de l'aurore sont créées lorsque ces particules de haute énergie entrent en collision avec des atomes et des molécules dans notre haute atmosphère. C'est un peu comme le fonctionnement d'un néon. Lorsque les particules solaires frappent les atomes d'oxygène et d'azote, elles leur transfèrent leur énergie. Cela excite les atomes, mais ils ne peuvent pas rester dans cet état excité très longtemps. Pour revenir à leur état normal, ils libèrent l'énergie supplémentaire sous forme de minuscules éclairs de lumière, ou photons. Des milliards et des milliards de ces collisions se produisant simultanément créent le spectacle lumineux que nous voyons comme l'aurore. Les différentes couleurs que nous voyons dépendent du gaz qui est frappé et de l'altitude à laquelle la collision se produit. La couleur la plus courante, un vert brillant, est produite par des collisions avec des atomes d'oxygène à des altitudes comprises entre 100 et 300 km. Les aurores entièrement rouges, plus rares, sont également causées par l'oxygène, mais à des altitudes beaucoup plus élevées, au-dessus de 300 km. Là, l'air est plus mince, et le processus pour émettre de la lumière rouge prend beaucoup plus de temps. Les roses ou les rouges foncés le long du bord inférieur des rideaux auroraux sont causés par des collisions avec des molécules d'azote. Les formes dansantes et tourbillonnantes sont une représentation visuelle directe des courants invisibles d'énergie circulant à travers le champ magnétique de la Terre. La quête pour comprendre pleinement l'aurore a été une longue et fascinante aventure scientifique. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, les scientifiques ont tenté de reproduire le phénomène dans leur laboratoire. Le physicien norvégien Christian Birkeland fut un pionnier clé. Il a proposé que l'aurore était causée par des faisceaux d'électrons provenant du Soleil. Pour tester sa théorie, il a construit une expérience remarquable, appelée la Terrella, ou Petite Terre. Il a placé une sphère magnétisée à l'intérieur d'une chambre à vide et a tiré des faisceaux d'électrons dessus. Étonnamment, des anneaux de lumière sont apparus autour des pôles magnétiques de la sphère, ressemblant étroitement aux ovales auroraux. Les expériences de Birkeland étaient révolutionnaires, mais ces idées n'ont pas été entièrement acceptées avant des décennies. Le prochain grand pas en avant dans la compréhension est venu avec l'aube de l'ère spatiale. En 1958, le satellite américain Explorer 1 a découvert les ceintures de rayonnement de Van Allen, de vastes zones de particules chargées piégées par le champ magnétique terrestre. Cela a confirmé que l'espace autour de notre planète n'était pas vide, mais rempli des particules nécessaires pour créer les aurores. Des missions satellitaires ultérieures ont été envoyées directement dans les zones aurorales, mesurant les particules et les champs magnétiques in situ. Pour la première fois, nous pouvions étudier le processus là où il se produisait. Ces missions spatiales modernes, équipées d'instruments très sensibles, ont dressé un tableau complet de la connexion Soleil-Terre. Des satellites, comme la mission Thémis de la NASA et la mission Cluster de l'Agence spatiale européenne, volent en formation à travers la magnétosphère terrestre, traçant le flux d'énergie du Soleil jusqu'à notre atmosphère. Elles nous ont aidés à comprendre les processus violents, comme la reconnexion magnétique, qui peuvent déclencher d'intenses tempêtes aurorales. Cette recherche n'est pas seulement motivée par la curiosité. Elle a des implications très pratiques pour notre société dépendante de la technologie. Les tempêtes solaires intenses, qui provoquent des aurores spectaculaires, peuvent aussi être dangereuses. Ces événements, connus sous le nom de tempêtes géomagnétiques, peuvent perturber nos infrastructures modernes. Elles peuvent induire de puissants courants électriques dans les réseaux électriques, provoquant potentiellement des pannes généralisées.
Elles peuvent endommager les satellites, affectant la navigation GPS, les systèmes de communication et les prévisions météorologiques. Elles peuvent même présenter un risque de rayonnement pour les astronautes dans l'espace. En étudiant l'aurore et ses causes, les scientifiques peuvent de mieux prédire ces événements météorologiques spatiaux, nous donnant le temps de prendre des mesures de protection et de sauvegarder nos technologies vitales. Notre planète n'est pas la seule à offrir un spectacle lumineux. Les aurores sont un phénomène universel, apparaissant sur toute planète qui possède à la fois une atmosphère significative et un champ magnétique. Grâce à des télescopes puissants comme le télescope spatial Hubble et des missions comme Juno, nous avons découvert des aurores stupéfiantes ailleurs dans notre système solaire. Jupiter, la géante gazeuse, possède les aurores les plus puissantes de toutes. Elles sont des centaines de fois plus énergétiques que celles de la Terre et sont des caractéristiques permanentes, brillantes en lumière ultraviolette à ses pôles. Ces aurores sont alimentées non seulement par le vent solaire, mais aussi par les particules crachées par sa lune volcanique, Io. Saturne arbore également de magnifiques aurores, observées scintiller au-dessus de ses pôles nord et sud. Comme celles de Jupiter, elles sont principalement visibles en lumière ultraviolette. Même les géantes de glace, Uranus et Neptune, se sont révélées avoir des aurores faibles et complexes, façonnées par leurs champs magnétiques bizarres et inclinés. Les scientifiques ont même détecté de faibles lueurs aurorales sur Mars. La planète rouge a perdu son champ magnétique global il y a longtemps, mais elle possède des poches de magnétisme résiduelles dans sa croûte. Lorsque le vent solaire interagit avec la mince atmosphère martienne au-dessus de ces zones magnétiques, cela crée des aurores localisées et parcellaires. L'étude de ces lumières extraterrestres nous aide à comprendre les atmosphères et les environnements magnétiques d'autres mondes. Pour ceux d'entre nous sur Terre, assister à l'aurore boréale est une expérience à vivre absolument. Les meilleurs endroits pour les voir se trouvent dans l'ovale auroral, un anneau centré sur le pôle magnétique. Cela inclut des lieux comme le nord de la Norvège, la Suède, la Finlande, l'Islande, le nord du Canada, l'Alaska et la Sibérie. La meilleure période pour y aller est de septembre à mars, lorsque les nuits sont longues et sombres. Pour maximiser vos chances, vous avez besoin d'un ciel clair et sombre, loin des lumières de la ville, et de patience. Les aurores sont imprévisibles. Il est donc judicieux de prévoir un voyage de plusieurs nuits. Consultez les prévisions météorologiques spatiales pour les prévisions d'activité géomagnétique, qui est souvent évaluée sur une échelle d'indice Kp. En fin de compte, l'aurore nous relie à quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. C'est un spectacle où la science et la poésie se rencontrent. Comprendre la physique des particules solaires et des champs magnétiques ne fait qu'approfondir notre appréciation de la beauté des rideaux lumineux chatoyants. L'aurore nous rappelle que nous vivons sur une planète dynamique, dans un univers vaste et actif. C'est un lien visible entre la Terre sous nos pieds et le soleil lointain, une danse céleste qui a inspiré l'imagination humaine pendant des millénaires et continue de repousser les limites de nos connaissances scientifiques. Lever les yeux vers l'aurore, c'est assister au cosmos en mouvement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Commentez si vous avez déjà vu un aurore boréale. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.